Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, je vous emmène dans un de mes rêves. Celui d'un monde plus doux, plus respectueux et plus apaisé. Ce sont les 3 mots que j'ai choisis pour cette période de fin d'année 2021 et pour la construction de mon année 2022. Mon invitée du jour s'appelle Malika Azayez. Elle est coach et thérapeute pour les êtres en mouvement. J'ai découvert à ses côtés la notion de mouvement et j'ai eu envie de vous la partager. Dans notre monde en pleine mutation, emprunt à certaines violences que nous nous infligeons, parfois d'abord à nous-mêmes, puis aux autres et à la planète, j'avais à cœur de vous offrir une approche nouvelle pour aborder vos problématiques quotidiennes, notamment professionnelles et managériales. Je pense que dans cet épisode, vous allez trouver beaucoup de douceur, de respect et de paix. Je pense que vous allez aussi y trouver une certaine ouverture, un nouveau regard sur le monde et des pistes d'action très concrètes. Je ne vous en dis pas plus, et cela doit vous paraître bien mystérieux pour une fois, mais c'est l'expérience que je vous propose de vivre pour les prochaines minutes. À propos d'expérience, Malika sera la prochaine animatrice d'un cycle de 7 chefs expérience qui démarrera le 14 janvier. Nous en disons quelques mots dans les 10 dernières minutes de l'épisode, et vous pourrez retrouver tous les éléments relatifs à ce cycle dans un court épisode de podcast qui va venir très prochainement, et surtout dans les notes de l'épisode. Dans ce cycle d'ateliers, vous allez pouvoir expérimenter le mouvement dont parle Malika aujourd'hui et travailler votre leadership par la danse. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Malika, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie, merci de ton accueil. Malika, tu es coach et tu es thérapeute pour les êtres en mouvement. J'ai vécu à tes côtés plusieurs expériences en mouvement, j'ai eu cette chance. À la fois des expériences en mouvement au sens mise en action, plutôt d'un point de vue professionnel, et à la fois mise en mouvement corporel, pour aborder des sujets parfois plus ou moins complexes et plus ou moins abstraits. Ce qui caractérise les différentes expériences que j'ai vécues à tes côtés, c'est qu'à chaque fois, j'en suis ressortie transformée, apaisée, et avec des solutions et une meilleure compréhension du monde. Donc déjà, je te remercie de m'avoir fait vivre ces différentes expériences. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée sur Chef. Aujourd'hui, c'est pour que tu puisses partager au monde, en tout cas aux auditeurs et aux auditrices de Chef, ta vision et ce sur quoi tu travailles, à savoir le mouvement, ta compréhension du mouvement qui est une notion peut-être un peu abstraite et derrière lesquelles on va mettre des mots. J'aimerais aussi que tu nous expliques en quoi le mouvement est intéressant et important pour les entreprises, les organisations en tant que telles, en tant que système, mais aussi et surtout pour les collaborateurs et les collaboratrices qui la composent. Avec plaisir. Alors, ma première question, c'est une question rituelle, tu la connais. Avant de devenir coach, tu étais manager. Tu as même longtemps été manager. Quel chef étais-tu ? Je pense que j'ai été une chef plurielle, au sens où j'ai pu explorer différents types de mouvements qui sont ceux d'un manager. Je pense qu'il y a des mouvements qui m'ont plu et d'autres que je préférerais taire, mais je vais tous les dire. En tout cas, je vais t'en donner 2 exemples. Ce qui est pour moi lumineux, c'est la chef que j'ai été, qui a été plutôt appréciative, au sens de donner du cadre, de créer des cadres qui sont empouvoirants pour les collaborateurs et les collaboratrices avec lesquels je travaillais. Ça, c'était vraiment une partie lumineuse de ce travail-là, en fait. C'est vraiment la partie que j'ai aimée, quitte à être un peu rebelle et à proposer des nouvelles règles. Mais voilà, j'ai été une chef appréciative et facilitante, qui a envie de reconnaître les potentiels, qui les voit avec facilité et qui veut les rendre encore plus visibles. Ça, c'est la partie jolie. La partie moins jolie, la partie plus vulnérable, c'est que je pense que dans des moments de stress, au-delà de ma capacité à cadrer, j'ai pu être trop dans le contrôle, tu vois, avec des choses qui créent des mouvements plus restreints, avec des choses qui sont un peu plus rigides, du coup avec des marges de manœuvre qui sont affaiblies, une délégation quasi inexistante, par exemple. Ouais, voilà. J'ai navigué avec tout ça. Et aussi au contact des gens que j'ai encadrés. Je pense que j'ai pas été la même manager avec toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Aujourd'hui, tu es coach et thérapeute. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'orienter
dans cette voie professionnelle-là? Je crois que ce qui m'a guidée, c'est l'envie, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui me... Ressentir l'envie à l'intérieur de soi, pour moi, c'est une des choses qu'il y a de plus puissant, et c'est ça qui amène au mouvement, en plus. Et moi, je crois que j'adore observer, en fait. J'adore observer, j'aime contempler, j'aime la lenteur qu'il peut y avoir quand on contemple, et j'aime accompagner. En fait, j'ai toujours eu un esprit d'analyse, une capacité de travail assez forte. Ça, je les ai beaucoup utilisés en tant que manager et en tant que consultante avant. Ce qui est apparu un peu plus tardivement, c'est le côté hypersensible, hyperesthésique. Et donc, j'ai voulu apprendre à me servir de ça, en fait. Et j'ai comme mené mes propres recherches pour savoir comment ça pouvait être magique et pas juste hyper douloureux. Et tout ça, ça m'a amené à transcender et à vouloir crier au monde que oui, le corps est l'essence. Ça aide à être de meilleurs managers et ça aide à être des systèmes plus vivants, plus efficaces, plus résilients peut-être. Donc je dirais que je crois que j'ai senti cette envie-là et je pense même que en fait, elle était là bien avant, c'est-à-dire en sortant d'école de commerce, mon premier stage de spécialisation, avant de faire un stage en rapport avec ma spécialité qui était métier du conseil, c'était chez un coach. D'accord. Donc en fait, c'était déjà là. Et on m'avait dit, non, Malika, pour être coach, il faut être un peu plus âgé. Enfin, il faut savoir. J'ai appris plus tard que ne pas savoir, c'était une grande force. Mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais aller travailler. Et j'ai commencé à bosser dans le conseil comme ça, en fait. Ok. Donc, dans un sens, tu as appris ce que c'est qu'une entreprise, tu as appris vraiment les fonctionnements intimes en fait, des organisations. Tu y as pris part. Et puis, à un moment donné, tu as eu envie de t'en extraire pour plutôt les accompagner et accompagner les êtres qui constituent ces organisations. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir appris cette langue-là, en fait, la langue des entreprises. Je suis assez bilingue là-dedans. J'ai des mécanismes même de réflexes qui sont assez forts encore, et dont je m'aperçois, même quand je me mets en position méta par rapport à moi-même. Ils sont là, en fait. Ça fait partie de qui je suis. Et à la fois, c'est pas tout ce que je suis. Je crois qu'il y avait aussi une envie de se départir de certaines règles, de certains cadres pour créer ce qui me faisait envie, en fait. Pour les faire vivre et les créer. Et la meilleure manière que j'ai trouvée, c'était celle-là. À la fois, c'est l'endroit où je me sens le mieux, et du coup, c'est de là où j'accompagne le mieux, quoi. Alors, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le mouvement. D'abord, pourquoi tu as choisi de t'intéresser au mouvement? Pourquoi tu as choisi le terme mouvement dans le métier que tu exerces aujourd'hui? J'ai choisi ce terme-là parce que je crois que d'abord, il parle de moi. En fait, c'est un peu intime, mais je vois la vie en mouvement. C'est-à-dire à partir du moment où un être respire, pour moi, il est en mouvement. Et c'est comme ça que j'observe, en fait. J'observe des mouvements corporels, j'observe des mouvements d'idées, j'observe des mouvements imaginaires, j'observe des émotions. Donc en fait, en premier lieu, c'est ma manière à moi de voir le monde, comme un peintre peut-être parlerait de couleurs ou de textures. Moi, je me sens en mouvement. J'aime accompagner en mouvement et du coup, je parle de mouvement parce que c'est ma langue, c'est mon autre langue à moi en fait, de rythme, de densité, d'intensité. C'est ça. Je crois que c'est vraiment une question de facilité pour moi. Et je sais que les personnes que j'accompagne n'ont pas à s'accaparer ces mots-là, en fait, n'ont pas à les maîtriser. Pour moi, un moment, c'est un mouvement. Et je suis pas obligée d'utiliser ce mot-là. Je m'ajuste aussi à la personne que j'ai en face. Je ne parle pas toujours de cette partie-là, en fait. Mais en tout cas, c'est ce qui m'anime, en fait, et ce qui a du sens pour moi. Tu viens de nous expliquer un petit peu plus quel mouvement, mais est-ce que tu peux aller encore un peu plus loin? Quand tu dis accompagner des êtres en mouvement, le fait que tu vois le mouvement partout, un peu comme un peintre qui travaille avec sa texture, etc. Quand on parle de mouvement, qui est quand même ta spécificité, de quoi tu parles vraiment derrière? Et peut-être, qui sont les êtres en mouvement que tu accompagnes? Comme je te l'ai dit, pour moi, le plus petit mouvement, c'est vraiment la respiration. Donc un être en mouvement, c'est un être en vie. C'est la première chose. Comme un système, comme une entreprise, c'est un système en vie, un système qui bouge. Moi, je crois dans le fait que, par essence, un être humain et un système, il sait respirer, en fait.
Il arrive que certains mouvements s'agrippent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien qu'avant, peut-être autour de la communication, peut-être autour de la co-création, quoi que ce soit. Je considère en fait comme mouvement tout ce qui peut être de nature à faire bouger un système vivant. Donc ça veut dire que pour moi, tout ce qui transforme est à considérer comme mouvement. Un mouvement corporel, un mouvement émotionnel, des idées, même un changement d'un point de vue énergétique parle de mouvement. Ça, c'est au niveau individuel et peut-être au niveau de la perception. La mise en place de projets, ce sont des mouvements aussi. Et on peut considérer à la fois le début, la fin d'un projet, le rythme, la temporalité, qui rentre en scène, si on est sur cette métaphore-là, qui est acteur ou pas, qui est en première ligne. Donc tout ça est à observer en fait. Il y a quelque chose dans le mouvement et dans la manière avec laquelle je travaille avec, qui est très phénoménologique, au sens de l'observation des phénomènes. Et en fait, avec mes clients, je vais me focaliser à la fois sur les mouvements qui sont à l'œuvre, dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce qui se passe entre nous, d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue corporel? Est-ce qu'il y a des tensions qui veulent dire autre chose que juste j'ai un peu mal au dos? Et puis, il y a les mouvements dont on a envie, à titre individuel ou en termes collectifs. Et donc, les personnes que j'accompagne, les êtres en mouvement dont je parle, c'est à la fois des individus qui aspirent à transformer, soit à changer de job, soit à prendre un job avec plus d'envergure, soit en tant que manager, en tant que responsable d'équipe, à transformer une partie de leur posture. Soit une autre partie, c'est d'accompagner des équipes, en fait, qui sont aujourd'hui dans des mouvements de transformation, qui ont besoin de vivre ces nouveaux mouvements. Donc c'est vraiment les deux, c'est-à-dire à la fois des mouvements individuels et à la fois des mouvements collectifs. Ok. On vit une période de grands mouvements. Toutes les périodes sont un peu comme ça. En tout cas, on vit une période de grands mouvements dans un contexte particulier où les entreprises et les individus ont dû se transformer, faire face notamment à la crise sanitaire. Là, on est potentiellement à l'aube de la 5e vague au moment où on se parle. On ne sait pas bien ce que ça va entraîner comme mouvement ou non. Quelle est aujourd'hui ton analyse, peut-être ton recul sur ce que tu observes des mouvements en entreprise, des bienfaits et peut-être des difficultés aussi, des systèmes à se mettre en mouvement ou des individus à se mettre en mouvement? Moi, ce que j'en vois, et là c'est plutôt ma casquette de coach, c'est plutôt avec ma casquette de coach, c'est comme si des règles du jeu avaient changé et comme si elles n'avaient pas encore été écrites, mais il faudrait qu'elles soient déjà en place depuis 2 semaines pour que ça fonctionne bien. Donc l'impression qu'on fonctionne encore avec des règles du jeu d'avant-hier et qu'à la fois il faudrait se projeter à dans 6 mois. Donc il y a quelque chose qui est à la fois perturbant, déstabilisant et qui parfois ne se laisse pas dire. Et ça, je trouve que ça peut créer des tensions. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une entreprise, dans une organisation, on a le droit de se dire ça? Ou finalement, non. Il y a déjà cette première chose, en fait. Qu'est-ce qui se laisse dire ou pas du mouvement qui est à l'œuvre? Okay. À partir du moment où il y a quelque chose qui est exprimé sur ce mouvement-là, ça change déjà la manière d'y répondre. Moi, c'est une première chose que je vois, c'est comment tous ces mouvements-là impactent à la fois les individus et les équipes dans leur manière de travailler ensemble. Comment on peut considérer vraiment les choses? Quelle place on donne à ça? Est-ce qu'on a considéré du temps pour réinventer les choses, pour se questionner sur qu'est-ce qui serait bien aujourd'hui? Comment ça s'est fait, en fait? Est-ce qu'on s'est dit, on va juste faire des cafés virtuels le matin, quand on est passé en force, en masse sur du télétravail? Ou est-ce qu'on est allé plus loin que ça? Je vois tous les modes de management et il y a quelque chose de la facilité, en tout cas de quelque chose de l'ancien modèle, à pouvoir observer le travail, observer des comportements et être en capacité de notamment évaluer le travail d'un collaborateur. Comment on s'y prend quand il s'agit de donner un cadre à distance, d'évaluer à distance, de challenger à distance, de récompenser à distance? Tout ça, c'est pas simple. Et c'est autant de nouveaux repères sur lesquels il y a besoin de co-créer. Pour co-créer ça, il y a besoin d'espace, en fait. Il y a besoin de donner de l'espace, et d'un point de vue temporel, et d'un point de vue du lieu, en fait, même si c'est en ligne, mais de trouver des espaces de recréation de ça.
Et ça, c'est quelque chose qui se fait, comme à chaque fois qu'on vit des boucles de transformation, plutôt en plus, en fait. On rajoute une couche de plus. Donc, je dirais que dans les choses qui sont fortement secouées, il y a tous ces paradigmes à réinventer, en fait. Une des choses que je vois très positive dans cette situation-là, c'est que d'un point de vue sociétal et écologique, on est aussi amené à se poser des questions, en fait, sur nos différents modèles. Et que ça questionne aussi individuel sur c'est quoi le sens pour moi en tant qu'individu. Est-ce que c'est toujours OK ? On a des vagues de personnes qui se posent des questions de cet ordre-là, qui sont quand même assez importantes. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se fait à marche forcée, mais avec de l'acceptation. Oui, c'est ce qu'on vit, en fait. Et quelque chose qui, a encore quelques années, de cette remise en cause qui pouvait être mal vue ou pas sérieuse, là, en fait, ça devient quelque chose de plus commun, de plus accepté, de plus vivable. Et je pense qu'un mouvement qui arrive à s'exprimer avec facilité, avec liberté, ça se passe bien, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pour la partie positive. Après, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas, un groupe de personnes probablement auxquelles je me sens appartenir, c'est des gens qui peuvent intervenir en entreprise pour prendre soin des systèmes et pour les aider à se transformer. Prendre soin des êtres humains et les aider à se transformer. On est à un endroit où c'est comme s'il fallait apprendre avec rapidité, réapprendre des formes de résilience ou de soins. Je sens vraiment ça. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Il y a beaucoup de mal-être qui émerge avec force, avec densité. Beaucoup de managers, beaucoup de personnes qui sont dans des fonctions RH. Ça, c'est quelque chose qui me touche, en fait. Et je crois que c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là. Tu me disais, avant qu'on enregistre, que tu sentais un mouvement en tension, justement, notamment dans les populations que tu viens citer, les managers et les RH. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu cette tension que tu observes ? Oui. C'était plus facile à l'expliquer avec mes mains, comme je tiens le micro. J'ai essayé de... Tu faisais une torsion avec tes mains. Je faisais une torsion avec mes mains. En fait, je pense qu'il y a des torsions qui étaient déjà existantes avant. Vous avez déjà sûrement entendu parler de double injonction, c'est-à-dire à la fois sois créatif et à la fois respecte le cadre. C'est compliqué. Voilà, il y avait des injonctions qui étaient déjà existantes avant et des injonctions qui étaient contradictoires. Par exemple, pour un manager, à la fois il fallait que les gens se sentent bien et à la fois on leur rajoutait, pour leurs équipes, on rajoute des tableaux de bord ou des choses qui sont hyper chronophages dans un moment où il faut qu'on se réinvente. Donc des choses sur lesquelles il y a de la tension. Cette situation-là qu'on vit, en fait, elle rajoute de la tension à la tension. Donc on est dans quelque chose qui ajoute de la force au nœud qui était déjà présent. Je trouve qu'on est sur des situations qui, du coup, créent pour certains des nœuds quasi insoutenables, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe, en fait. Si je continue un peu sur ces mouvements et sur la libération peut-être des mouvements négatifs ou en tout cas difficiles qu'on peut vivre, je le disais en introduction, moi j'ai pu vivre avec toi des résolutions de situations compliquées grâce ou à travers du mouvement corporel. Moi qui ai fait beaucoup de danse, qui suis pratiquante de yoga, le corps est quelque chose qui est important pour moi. En tout cas, le mouvement corporel est quelque chose auquel je suis habituée et qui est important pour moi. Mais je ne l'avais jamais utilisé comme toi tu l'utilises, pour un peu adresser des sujets qui peuvent être parfois compliqués ou abstraits. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du mouvement corporel et de la manière dont tu l'utilises. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer les bienfaits du mouvement corporel et peut-être comment utiliser ces mouvements corporels en entreprise ? En fait, ce qui se passe, c'est que en bougeant, en se mettant en mouvement en conscience, on se reconnecte à soi. Tout soi. Pas que la partie qui sait avec la tête. Et il arrive que même avec nos têtes bien faites, il y a des endroits où on ne sache pas. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, ça a du sens de chercher d'autres formes d'intelligence. Et celle à laquelle on accède en se mettant en mouvement, c'est l'intelligence du corps, l'intelligence des sens, l'intuition. C'est ça qui se passe. Donc en fait, il n'y a même pas besoin d'y croire beaucoup. On n'est pas obligé d'y aller en se disant « ça va être le miracle, je vais savoir qu'est-ce que je dois faire ».
mais juste vivre l'expérience de manière simple, sans en attendre quelque chose, sans quelque chose de l'ordre de la performance physique, parce que c'est pas du tout ça qui est recherché. L'idée, c'est plus d'accéder au plus profond de son être, entre guillemets, mais avec simplicité, c'est-à-dire, dans l'instant, quand je respire, qu'est-ce que je ressens ? Ça, c'est la base. Et l'idée, ça va être de rechercher, à travers des questions qu'on se pose, juste un thème qu'on pose, de laisser parler le corps, de laisser parler un mouvement. Que le corps donne lui-même un mouvement. Et à travers ce mouvement-là, je vais sentir quelque chose. Ça pourrait être comme de l'écriture intuitive, sauf que là, c'est comme un mouvement, une danse intuitive. Et en fait, de la même manière que je pourrais utiliser des cartes avec des outils projectifs pour me dire, bah voilà, à travers tel animal, je vois telle solution, je me dis que je peux puiser des forces à tel endroit, on peut le faire avec le corps, en fait. On peut le faire avec le mouvement. Et c'est vraiment comme ça que je travaille, en fait. En tout cas, c'est une des manières de travailler avec le mouvement. C'est de travailler avec le mouvement corporel directement. Avec une chose qui est éminemment puissante pour moi, qui est de dire que le corps sait, en fait. Il y a un endroit où on a pu se couper de ça, de se couper des sensations, parce que des moments, c'est pas agréable, des fois, de sentir. On préfère ne pas. Peut-être même, il y a quelque chose de dénigré, ces sens-là. Et en même temps, c'est ce qui nous rend humains. Et moi, je suis intimement convaincue que se brancher sur ces sens-là et débrancher l'intellect, c'est ce qui nous amène vraiment à de la résilience et à des mouvements nouveaux et à des transformations qui sont quelque part naturelles. Alors, on n'est pas sur du domaine du miracle, au sens où il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit pensé comme chorégraphié, il faut qu'il y ait du soin, parce qu'on est dans un espace de vulnérabilité, en fait. On est un espace où on ne sait pas. Et on n'a pas l'habitude de rester à un endroit où on ne sait pas. On aime bien prévoir, et moi la première, j'adore faire des fichiers Excel. Et en même temps, il y a des endroits où, quand je me mets à cet endroit-là, mais ça a tellement de puissance que ça peut guider mon positionnement stratégique sur quelques semaines, quelques mois, et m'aider à trouver des solutions hyper pragmatiques sur des questions business, en fait. Tout ça en partant du corps. Et parfois... en 30 secondes, en fait. Il y a vraiment une notion d'efficacité qui est fulgurante. En préparant l'épisode, tu me donnais un exemple très anodin. Je pense qu'on a tous vécu. À un moment donné, je sais pas, t'es avachi dans ton canapé ou t'es dans une situation corporelle ou dans ta chaise de bureau où en fait, à un moment donné, t'écoutes ton corps et tu te rends compte que t'as mal. À un endroit, que ton coude il est engourdi, que t'as un peu mal dans le bas du dos, que ça fait longtemps que tu t'es pas levé. Bah là, tu bouges. Et en fait, tout de suite, tu trouves une solution pour aller mieux. Et c'est un peu ce que tu expliques. Et ça nécessite de laisser de l'espace pour sentir ça. Il y a un endroit où, si je fais le parallèle avec quelque chose d'un processus à améliorer, par exemple, si j'ai pas l'espace pour me dire qu'est-ce qui se passe là, en fait, est-ce que je peux continuer à avoir de l'étonnement sur quelque chose que je fais tous les jours ? Mais en fait, c'est vrai que je fais ça, mais pourquoi je le fais ? Si je me re-questionne à cet endroit-là, si je mets de la conscience sur mon mouvement de tous les jours ou toutes les semaines, je fais ça et finalement, je sais même plus pourquoi je le fais. Ça crée du mouvement, forcément. Donc la métaphore, elle est aussi là. Elle est travailler le mouvement, c'est travailler sur les mouvements à l'œuvre de manière corporelle, c'est voir même les systèmes comme des corps. On pourrait considérer une équipe comme un corps qui bouge ensemble. Et c'est aussi de travailler de manière métaphorique, en fait, sur mes mouvements en tant que chef de projet, par exemple. On est sur chef, donc on va parler un petit peu de management. Quel lien fais-tu entre mouvement et leadership ? Ou mouvement et management ? Ce sont deux notions que j'aborde sur chef qui sont pas exactement les mêmes, mais qui vont quand même dans un sens d'accompagner, de mener, de prendre soin aussi. En fait, le lien que je fais, c'est comme imaginer un danseur qui pratiquerait que avec sa jambe droite. Avec sa jambe gauche, il serait pas à l'aise du tout. Bon, ça pose question. Ça se voit, ça se sent, c'est bizarre. Probablement que ça crée des dysfonctionnements, sauf s'il y a quelque chose d'esthétique et artistique avec ça, éventuellement. Faisons le parallèle maintenant avec un manager. Un manager qui aurait du mal à faire, lui, certains mouvements et qui aurait besoin de les faire vivre à son équipe. Ça met dans une situation qui est compliquée. Si je prends un exemple en disant, voilà, considérons un manager qui a besoin d'accompagner son équipe dans un projet où l'équipe en question doit réinventer des modes de travail, doit être dans quelque chose qui soit à la fois pragmatique et à la fois créatif.
si lui-même est super bloqué sur la partie créativité. C'est toujours hyper compliqué de se projeter sur comment je peux accompagner une équipe si moi-même, ce mouvement, il est difficile. Je ne sais pas utiliser ma jambe gauche, je ne l'ai jamais fait, mais il faut que je facilite ça pour mon équipe. On est sur quelque chose qui est abstrait, compliqué, voire handicapant. Donc, j'utilise cette métaphore pour essayer d'expliquer comment le mouvement est important. C'est-à-dire, là où il y a de la tension, là où il y a de l'incapacité, de l'impossibilité, quelque chose qui est arrêté, quelque chose qui est petit par rapport à ce que ça pourrait être, on vient retravailler la fluidité, l'ampleur. Et là, j'utilise des mots qui parlent de mouvement, mais en fait, derrière, on a tous les thèmes du management. On a posé un cadre, on a repensé des processus, on a faire créer demain. Voilà, tout ça, c'est des mouvements qui peuvent être à l'œuvre et qui peuvent être travaillés, co-construire, effectivement. Et en fait, c'est comme ça, quand je travaille avec des managers, c'est comme ça que je travaille, en fait. On regarde ensemble, non pas d'un point de vue jugeant quels sont les mouvements qu'il n'arrive pas bien à faire, mais plutôt qu'est-ce qui est de nature à être douloureux pour lui, ou là où il sent qu'il y a des limites qu'il a envie de surpasser, où il y a des choses qui n'étaient pas comme ça avant, ou qu'il a envie de transformer. C'est vraiment ça qu'on regarde ensemble, et c'est vraiment ça qu'on va aller travailler ensemble, en fait. Et en faisant ou pas des parallèles avec la posture corporelle, mais c'est des choses qui peuvent advenir, parce que souvent, la manière dont on se tient, les mouvements corporels qu'on fait, parlent aussi énormément de ce qu'on vit au contact des autres. Alors justement, est-ce que pour les chefs qui nous écoutent, tu as peut-être des conseils pour ceux qui aimeraient d'abord expérimenter le mouvement, puis pour ceux qui aimeraient intégrer le mouvement dans leur pratique de management? Oui, il y a quelque chose d'évident qui m'est venu quand j'ai préparé cet entretien, c'était le fait de ralentir. Ralentir, ça peut se faire à tout moment du processus et en premier lieu au tout départ. Je crois que c'est quelque chose qui te parle. Quand on parle de vide fertile, on est à cet endroit-là. C'est quoi le temps que je me laisse pour sentir ? Et l'une des premières vertus pour moi de ce ralentissement, c'est de sentir. Pour moi, un manager qui a envie de travailler sur les mouvements, qui a envie de mettre du mouvement à la fois corporel et qui a envie de repenser sa manière de travailler par le mouvement, il doit se reconnecter en premier lieu à ses sens, en fait. Qu'est-ce qu'il sent sur le moment ? C'est, on va dire, le premier mouvement. Le deuxième étant, ok, maintenant que je sens de quoi j'ai envie, est-ce qu'il y a un mouvement qui vient ? Est-ce que je peux le faire pour de vrai ? Est-ce que je peux juste l'imaginer ? Mais il y a vraiment de l'ordre de la liberté et de l'expérimentation à mettre en œuvre à cet endroit-là. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que de manière systémique, et là on peut parler d'intercorporalité, à partir du moment où un manager met ça en place pour lui, qui se donne de l'espace pour ressentir, peut-être faire quelque chose avec ça, peut-être pas, et explorer des mouvements qu'il n'a pas l'habitude de faire, il y a un impact sur son équipe, sur son système, sur son environnement. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'on n'a pas besoin de faciliter des réunions par le mouvement pour que les mouvements d'un individu impactent les autres. À partir du moment où moi je vais respirer, imaginons je suis manager, si en fait quand je suis réunion, j'ai trouvé une manière de mieux m'asseoir et de respirer, en tout cas, ou peut-être j'ai résolu un problème qui fait que je me sens plus détendue, il y a fort à parier que l'expérience des gens qui sont avec moi en réunion va être complètement différente. Bien sûr. Si à l'inverse, je suis essoufflée, j'ai enchaîné les réunions et j'ai un niveau de recul qui est proche du -12, et que t'es énervé et que t'amènes de la tension. Il y a fort à parier que c'est autre chose qui va se co-créer dans l'instant. Donc je dirais que le premier pas, il est vraiment autour de ça, de ralentir, sentir et se laisser guider par l'envie, par le mouvement. D'avoir conscience en fait. C'est ça. De l'état dans lequel on est et d'essayer, si on a envie, d'améliorer l'état dans lequel on est en fait. Ouais. Et il y a vraiment quelque chose de sensible en fait, de pouvoir y aller avec douceur, sans se dire oui mais c'est un petit mouvement. Ok, si le mouvement c'est juste décroiser les jambes, c'est juste décroiser les jambes. Si le moment c'est de dire écoutez, j'ai besoin d'une petite pause, parfait en fait. À partir du moment où il y a un être humain autour de la table qui s'autorise à vivre de manière un peu plus ample, ça impacte le reste du système.
Et ça, c'est merveilleux déjà. Il n'y a pas besoin de se mettre tous à faire de la Zumba autour de la table. Ce qui est chouette. Ce que j'avais envie de préciser, c'est que quand j'accompagne en entreprise, j'ai différents niveaux d'implication du mouvement. Le premier étant de mettre à la conscience les mouvements à l'œuvre. Par exemple, tu es en train de me parler, puis je vois qu'il y a une partie de toi qui est avec le bras qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. J'aurais envie de questionner ça, qu'est-ce qui est tenu? Et à la fois, je vois qu'il y a un sourire, il y a de la joie. Et ça aussi, j'aurais envie de le questionner. Remettre dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qui est sur le moment, d'un point de vue corporel, d'un point de vue des mouvements. Mais ça peut être aussi d'un point de vue énergétique. Je me rappelle, une fois, j'étais en entretien avec un directeur, un responsable d'équipe, et puis il y a quelque chose qui a changé dans son énergie. Et je lui ai dit, mais tiens, tu sais, quand tu me parles de ça, il y a quelque chose qui change complètement en toi. Et il s'en est pas aperçu. Et ça a fait un vrai déclic. Donc le premier niveau, c'est la conscience. C'est redire ce qui se passe. C'est observer et dire. Le deuxième niveau, c'est faire des petits mouvements. Sentir, faire des petits mouvements, sentir. Et donc ça peut être juste respirer un petit peu plus longtemps, un petit peu plus longuement, ou bien accélérer, enfin peu importe, mais le faire en fonction du besoin qui est là. Et le troisième niveau, c'est quand j'accompagne, c'est auprès de publics qui sont avertis au sens, ils savent qu'ils vont travailler avec leur corps, passer d'un mouvement qui est petit à quelque chose qui est un peu plus élaboré, peut-être secouer une main, peut-être marcher le long d'une pièce, peut-être mimer quelque chose, et toujours avec cette alternance conscience, mouvement, conscience. Sinon, enfin en tout cas pour moi, aucun intérêt. Donc tout ça pour en revenir pour des managers qui auraient envie de s'y essayer. Il y a dans accueillir ce qui est là en fait. Il y a pas à faire des choses bien compliquées en fait. Je parlais tout à l'heure des expériences que j'ai vécues avec toi, et notamment une expérience de mouvement corporel qui est même beaucoup plus ample que celle que tu mentionnes au-delà de la respiration ou juste du secouage d'une main. Question complètement pied dans le plat, mais est-ce que tu penses que la danse libre, elle aurait de la place en entreprise? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu animes, mais plutôt dans des cercles individuels, pour des groupes privés. Est-ce que tu penses qu'en entreprise, un jour, on pourrait danser pour créer un nouveau processus, danser pour inventer une nouvelle charte graphique d'une entreprise, je sais pas. Je pense que oui, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on en est il y a deux mouvements qui font que pour moi, on est prêt à ça. Le premier, c'est quelque chose de l'ordre des individus. C'est-à-dire, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui lisent sur le développement personnel, qui sont dans des recherches de ça. Donc il y a de l'ouverture à cet endroit-là, il y a un peu moins de méfiance. Et puis, il faut dire que nos organisations et nos systèmes sont quand même habitués à vivre des moments un peu décalés qui leur permettent de créer différemment. Donc il y a quelque chose d'une forme d'accoutumance au bizarre qui sert, et à la fois quelque chose de l'appétence pour le développement des êtres humains. Donc ça, c'est sur la partie individuelle. Et sur la partie collective, sur la partie, on va dire, organisationnelle, je crois vraiment que les entreprises sont prêtes à ça. Parce qu'il y a un endroit où, quand on a à faire face à de tels enjeux, en termes de transformation, même des business models, en fait, des entreprises, forcément qu'on est prêt à essayer des choses nouvelles. Quand on est face à des enjeux tels en termes de santé mentale, forcément que ça se tente, en fait. Donc oui, je pense que oui, ça a sa place. Je pense qu'il est vraiment question de cadre, et en fait, moi, je fais cette expérience-là de manière très corporelle. Si on se figure un mouvement qui a l'air ridicule, si on reste dans la tête en train de le faire, en train de l'imaginer le faire, je dis mais non, je vais pas faire ça. Non mais non, je vais pas. Ça ne veut rien dire, ça n'a l'air de rien. Mais si juste vous le faites, c'est autre chose qui se passe. Et c'est ça qui est magique en fait. À partir du moment où les cadres sont là et qui sont pensés pour être à la fois respectueux et viser le développement des systèmes, mais tout est possible en fait. Et surtout, à partir du moment où on lâche dès le départ, sur de quoi ça a l'air et à quoi je vais arriver en termes de quelque chose qui serait de l'ordre de l'esthétique. Après, il est évident que
je conçois pas les animations en mouvement de la même manière en entreprise qu'en dehors, qu'il y a quelque chose de très millimétré dans les propositions. Je peux proposer des mouvements qui ressemblent et je vais pas utiliser les mêmes musiques, par exemple. Il y a une temporalité qui va être différente. Donc il y a quelque chose de... le mot qui me vient, c'est de l'orfèvrerie. Il y a vraiment quelque chose de très fin, en fait. Parce que l'idée, c'est d'emmener, en fait. L'idée, c'est pas de laisser de côté. L'idée, c'est au-delà même de ce qu'on va construire ensemble. Est-ce que c'est une charte graphique? Est-ce que c'est la nouvelle organisation des locaux? Ou je sais pas quoi, la charte de télétravail? Je ne sais pas ce que ça peut être. L'idée, c'est d'être dans l'inclusion et l'accueil de tout ce qui est, en fait, en premier lieu. Vraiment. Ok, ça veut dire que s'il y a des managers ou des dirigeants ou des RH qui veulent approfondir une situation complexe à gérer et qu'ils ont tout essayé ou pas, mais que ton discours les touche et qu'ils ont envie de tester le mouvement et peut-être même aller un peu plus loin et avec un mouvement plus ample, c'est possible. Ouais, c'est possible. Tout à fait. J'ai même envie de rajouter quelque chose, en fait, sur la partie exploration par le mouvement. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est plus simple avec le mouvement. C'est comme si, alors même que je suis encore plus dans mon corps parce que je suis en mouvement, il y a quelque chose une forme de distanciation qui peut s'opérer. Et par exemple, je trouve que quand j'ai commencé à animer des cours de Koya, il y a une partie des cours de Koya où on danse l'ombre. C'est-à-dire on danse ce qu'il y a de plus sombre chez nous par rapport au thème qui est exploré ce jour-là. Et je me faisais du souci en cet endroit-là. En fait, je me disais, mais ça peut être dur, en fait, pour certaines personnes d'aller explorer les parts d'elles-mêmes les plus vulnérables. Et en fait, je me suis aperçue que par le mouvement, il y avait quelque chose d'un support corporel qui était là de manière évidente. Là où avec la voix, avec l'intellect, avec les mots, parler de ce qui va mal, ça fait pas le même impact. Et du coup, je trouve ça hyper soutenant que le mouvement vienne soutenir à cet endroit-là. Je crois vraiment que ça, c'est une de mes convictions, que accepter tout ce qui est et pouvoir nommer les choses qui sont désagréables, qu'on aimerait ne plus voir se produire, c'est le début. En ce moment, il y a beaucoup de buzz et c'est probablement bien autour de la vulnérabilité et du fait que ce qui est vulnérable, c'est aussi ce qui nous rend puissants. Je crois que c'est le moment aussi pour les entreprises d'aller travailler avec leur vulnérabilité. C'est beau ce que tu dis. Peut-être je peux parler des chefs expérience. T'avais envie de dire quelque chose sur les chefs expérience. En fait, j'ai envie de rajouter que, à ta demande, je t'ai proposé un parcours en 7 étapes. C'est à la fois un joli chiffre et je pense que ça va être un joli parcours. Son nom, c'est « Développer son leadership par la danse ». La proposition, ça va être d'aller explorer qu'est-ce que ça veut dire de venir se muscler en tant que manager sur ces différents éléments-là. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir commencer à explorer dans un groupe, en confiance, entre pairs, qu'est-ce que ça peut apporter le mouvement en fait. Comment ça peut me faire bouger à la fois de manière massive et puissante et à la fois dans quelque chose de la douceur. Oui, je te remercie. On aura l'occasion de faire un très court épisode de podcast sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est un de mes rêves. Je pense que ça s'entend à ma voix et c'est aussi la raison pour laquelle je t'ai invitée aujourd'hui pour parler de tout ça. C'est que moi, les expériences avec toi en mouvement et en mouvement notamment dansé ont été un peu révolutionnaires. Et comme toi, j'ai perçu la force qu'avait le mouvement pour résoudre des sujets personnels, mais aussi pour apporter beaucoup plus de créativité, de douceur et des nouvelles options en fait en entreprise. Et c'est ce que j'avais envie de faire vivre aux auditeurs et aux auditrices de Chef. Et tu as accepté mon invitation. Je te remercie. Merci à toi. Malika, on va terminer cet épisode. Comment on fait peut-être pour suivre tes aventures, suivre le mouvement que tu es en train de vivre aujourd'hui et que tu vas vivre demain? Eh ben, écoute, c'est assez simple. Je suis présente sur LinkedIn sous mon prénom et mon nom, Malika Azayez, et sur Instagram sur être en mouvement, être.en.mouvement. Et j'ai un site internet qui s'appelle www.etreenmouvement.net et il est extrêmement en mouvement. Merci beaucoup Malika. Merci à toi Sophie. J'espère que ma promesse de douceur, de paix et de respect est tenue. Pour ce débrief, j'ai envie de retenir 3 points de mon échange avec Malika. Le premier point, c'est la notion de mouvement en tant que tel. En entreprise, on parle souvent de transformation,
même de grands programmes de transformation, de réorganisation. Cette transformation, elle entraîne souvent son lot de mal-être, de difficultés, de tensions aussi, à la fois pour ceux qui la mènent et pour ceux qui la subissent. Alors oui, ces transformations sont des mouvements ou sont des successions de mouvements et même des mouvements en masse, mais le mouvement d'aujourd'hui, celui dont parle Malika, en tout cas tel que je le comprends, c'est un mouvement qui peut être beaucoup plus petit, à commencer par la respiration, à commencer par une pause entre deux réunions, par un sourire, par une bonne posture sur sa chaise de bureau. Ces mouvements, ils sont certainement très anodins, petits, quotidiens, mais ils sont tellement positifs. Voilà, c'est ce que j'ai envie de retenir de la démarche de Malika, c'est le côté positif du mouvement qu'elle propose. Et surtout le fait de prendre conscience du côté positif de chacun des mouvements, même s'ils sont petits. Ensuite, mon deuxième apprentissage, c'est que nous pouvons tous être acteurs de ces petits mouvements positifs dans nos entreprises, dans nos équipes et pour nous-mêmes. Encore une fois, pour apporter de la douceur, de la paix et du respect dans nos managements et nos organisations. Ces mouvements, ils peuvent d'abord venir de nous managers et même ils doivent d'abord venir de nous, vis-à-vis de nous-mêmes. En étant mieux, en sachant prendre des pauses, par exemple, quand on est un peu fatigué ou quand on est un peu irrité. On évite d'aller dans une réunion en étant agacé et donc on évite de diffuser notre agacement. Ça, c'est un premier mouvement. On peut aussi, par exemple, décider de rallonger une réunion pour avoir le temps de bien traiter l'ordre du jour et éviter de stresser tout le monde et d'être stressé soi-même sur le timing. Bon, je pense que vous avez compris l'idée, donc je ne vais pas en rajouter des tonnes. Mais voilà, ce mouvement positif, il peut être très court, rapide, simple. On en est nous-mêmes responsables et on en a tous les marges de manœuvre et il va nous impacter nous et il va impacter les autres et nos équipes qui vont aussi s'autoriser à ces petits mouvements-là. Et avec ces petits mouvements-là, en fait, on peut arriver à des mouvements de masse qui sont positifs pour nos entreprises. Ensuite, mon troisième apprentissage, c'est le besoin que décrivait Malika d'aller explorer des nouvelles voies pour transformer nos organisations. Je partage avec elle le sentiment que nous sommes arrivés sur certains aspects à la fin d'un certain modèle. Et donc si vous avez envie de tester la voie du mouvement dans un cadre positif, le plus bienveillant possible, entre auditeurs et auditrices de chef, en présence de Malika et de moi-même, eh bien je vous invite à vous inscrire au Chef Expérience que nous animerons à partir du 14 janvier. Tous les détails sont en commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année 2021. Ça sera sur un tout autre sujet et ça va décoiffer, accrochez-vous bien. D'ici là, prenez soin de vous, Kenavo.